Chers étudiants, salam alaikum. Heureux de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle séance de notre cours d'analyse financière. Aujourd'hui, on continue alors notre cours par le traitement d'un cas à travers lequel on va illustrer ce que nous avons vu auparavant en relation avec l'étude de l'équilibre financier d'une entreprise. Le cas qui se présente, Kabn Abdallah, nous donne un bilan avec côté actif les montants en valeur brute, l'amortissement et le net, et côté passif les valeurs nettes en milliers de dirhams au 31-12 d'une année M. Il nous est demandé alors de présenter le bilan fonctionnel en grande masse, de calculer le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie nette, et de commenter ces résultats. Par la suite, on présentera aussi le bilan liquidité ou le bilan financier, et on calculera le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement, la trésorerie encore une fois, et d'autres, et quelques ratios, et on commentera la situation une nouvelle fois. Le taux d'IS qui est retenu pour ce cas est de 17,5%. Comme vous le savez, actuellement au Maroc, et depuis quelques années, on n'est plus en présence d'un seul taux d'impôt, mais l'impôt est progressif en fonction des résultats réalisés par l'entreprise. Lorsqu'on réalise un résultat inférieur à 300 000 dirhams, on est sur la tranche des 10%. Si on réalise un bénéfice supérieur à 300 000 et inférieur à 1 million, on est sur les 17,5%. Et lorsqu'on réalise plus d'1 million, on est sur du 30%. Vous verrez ça, Inch'Allah, lors de votre cours de fiscalité l'année prochaine. Je vais vous demander alors de reprendre ce bilan, de mettre la vidéo en mode pause et de procéder à votre analyse. Je suppose que vous allez avoir une difficulté par rapport à certains éléments du passif circulant. Je vais alors vous dicter le passif circulant et la trésorerie du passif. Côté passif circulant, on a le compte fournisseur et compte rattaché avec une valeur de 890 000. Le compte organismes sociaux pour une valeur de 50 000 et l'État pour une valeur de 100 000. Autres créanciers pour une valeur de 45 000 dirhams, ce qui nous fait un total du passif circulant qui est de 1 085 000 dirhams. Côté trésorerie du passif, crédit d'escompte pour une valeur de 138 000 dirhams et la banque pour une valeur de 140 000 dirhams, ce qui nous fait un total de la trésorerie du passif de 278 000 dirhams. Le total actif et passif est de 7 709 000 dirhams. Je vais vous demander alors de mettre la vidéo en pause, de prendre un papier, un stylo et de procéder à votre analyse. On comparera ou vous comparez par la suite ce que vous proposez par rapport à ce que je vais vous proposer moi-même. Alors, un bilan en masse, on va alors prendre les grandes masses du bilan qui sont l'actif immobilisé, les financements permanents, l'actif circulant, le passif circulant et la trésorerie. Si on prend notre bilan, le total de l'actif immobilisé, il est de 4 144 000. Et côté financement permanent, il est de 6 346 000. Parfait.
4 144 000 et 6 346 000. Il y a un problème. Qu'est-ce qu'on a dit au niveau de notre cours? On a dit au niveau de notre cours que les valeurs qu'on prend au niveau de l'établissement du bilan fonctionnel sont des valeurs brutes et non pas des valeurs nettes pour voir comment ou sur quelle base notre activité a démarré. Est-ce que les fonctions étaient équilibrées ou ne sont pas équilibrées ou n'étaient pas équilibrées? Alors, on ne peut pas prendre les 4 144 000. Il va falloir rajouter la partie correspondant à l'amortissement. Combien on a au niveau de l'amortissement? On a 270 000 comme amortissement. Alors, on va rajouter les 4 144 000 aux 270 000, ce qui va nous donner 4 414 000 dirhams. Et côté financement permanent, pareil aussi, pour avoir une équivalence entre l'actif et le passif, on va rajouter la même somme au niveau des capitaux propres, 6 616 au lieu de 6 346. De la même manière, on va procéder pour l'actif circulant et le passif circulant. Sur ce cas-là, on n'a pas d'élément de provision au niveau de l'actif circulant, comme vous le voyez bien. Alors, le montant du net est égal au montant du brut. Il est de 3 465 000 et on va alors proposer 3 465 000 au niveau de l'actif circulant et 1 85 000 au niveau du passif circulant. Côté trésorerie, 100 000 actifs et au niveau du passif, 270 000, ce qui nous fait un total de 7 979 000 pour l'actif et pour le passif. On calcule notre fonds de roulement qui correspond à la différence entre les ressources stables moins les emplois stables. Nos ressources stables s'élevaient à 6 616 moins 4 414 000. Cela nous fait une différence ou un surplus, un excédent de ressources stables par rapport aux emplois stables qui est de 2 202 000. C'est une situation qui est intéressante parce que l'actif immobilisé est financé dans sa totalité par des ressources stables, par des financements permanents. Ça, c'est, dans le cas classique, c'est une situation qui est parfaite. Et on dégage en plus un surplus de liquidité qui est de 2 202 000. Le calcul du besoin en fonds global nous conduit à 2 380 000 de besoins en ressources. Parce que notre actif circulant est de 3 465 000 et nos ressources cycliques sont de 1 85 000. Ils ne sont pas suffisantes pour financer notre actif circulant. Ce qui nous amène à une situation où on a un besoin de 2 380 000. Heureusement qu'on a un surplus en relation avec les ressources stables qui est de 2 202 000. Ça va couvrir une grande partie de ce besoin. Précisément, ça va couvrir 92% de ce besoin. Et le reste sera financé par des concours bancaires, par des crédits de très court terme. Si vous faites attention au niveau du bilan qu'on a présenté, vous voyez que l'entreprise recourt à deux types de crédits bancaires. Des crédits d'escompte, en escomptant des effets de commerce, pour une valeur de 138 000 et le reste par des dettes à très court terme auprès de la banque, des facilités et qui sont de 140 000 dirhams. La situation de cette entreprise peut paraître comme une situation préoccupante parce que l'entreprise a un besoin et recourt à des crédits de très court terme, mais empiriquement, c'est une situation qui correspond à ce que font
la grande majorité des entreprises marocaines d'après des recherches qui ont été réalisées par des chercheurs marocains. C'est un cas qui peut paraître comme un cas préoccupant, mais c'est un cas qui est correct. La situation du déséquilibre doit s'apprécier ou doit s'analyser, c'est-à-dire le fait de recourir à de la trésorerie de très court terme, en prenant en considération deux éléments. L'impact sur la rentabilité financière d'une part. Est-ce que le recours à des dettes de très court terme impacte la rentabilité financière de l'entreprise? C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. C'est-à-dire, est-ce que l'entreprise, par exemple, réalise une rentabilité d'exploitation de 10% et en raison de sa politique d'endettement, elle arrive à une rentabilité financière de 12%. Si elle est dans une rentabilité financière de 12% alors que la rentabilité d'exploitation est de 10%, on peut dire que l'entreprise bénéficie d'un effet de levier financier, c'est-à-dire que l'endettement a été bénéfique pour l'entreprise. À la différence, si l'entreprise est dans une situation où elle démarre avec une rentabilité d'exploitation de 10% et par la suite, au niveau de la rentabilité financière, elle arrive à une situation où la rentabilité baisse à 9 ou à 8%, là, on va dire que l'effet de levier ne joue pas favorablement pour cette entreprise et qu'on est en présence d'un effet de massue. C'est-à-dire que la rentabilité est tirée à la baisse, est tirée vers le bas par le fait d'une mauvaise politique d'endettement. Ça, c'est le premier côté pour analyser la chose. Le deuxième côté, est-ce que l'entreprise peut tout le temps avoir facilité, est-ce que l'entreprise peut tout le temps avoir accès à ces facilités accordées par la banque en escomptant des effets ou en ayant des lignes de crédit? Est-ce que c'est pas risqué? Parce qu'il se peut que la banque, à un moment ou à un autre, n'accepte pas ni d'escompter, ni d'accorder des lignes de crédit parce que l'entreprise est largement endettée ou pour d'autres raisons. Cela va nous amener alors à étudier en profondeur, ou ça devrait nous amener à étudier en profondeur les causes de la trésorerie nette négative. Parce que le bilan ne présente les éléments qu'à un moment donné, qui est le 31-12. Il faut aller pousser l'analyse en profondeur pour voir est-ce que la situation de la trésorerie nette est chronique tout au long des 12 mois et à ce moment-là, il faut procéder à une restructuration après analyse, comme on vient de le dire, de l'impact sur l'endettement et la rentabilité. Ou est-ce que c'est à un moment donné, plusieurs fois dans l'année, mais ce n'est pas un élément chronique qui revient tout le temps. Ça, c'est le premier élément. On peut aussi voir, est-ce qu'il n'y a pas des investissements que je peux éliminer? Est-ce que notre politique de stock est adéquate? Est-ce qu'on peut réduire? Est-ce qu'on ne peut pas réduire notre niveau de stock? Est-ce que ça impacterait notre activité ou est-ce qu'il n'y aura aucun impact sur l'activité? Étudier aussi notre politique commerciale, les délais de crédit, les délais avec le fournisseur, travailler sur la relation avec les clients pour chercher à fidéliser nos clients pour qu'il n'y ait pas d'impayés, pour qu'il n'y ait pas de retard de paiement. Et il faut savoir que la trésorerie n'est qu'une résultante d'une bonne gestion d'un ensemble de processus au niveau de l'entreprise, de tout ce qu'on vient d'évoquer et d'autres éléments. C'est-à-dire que ce n'est pas le mal n'est pas la trésorerie elle-même, mais il faut voir quels sont les éléments qui impactent cette trésorerie. Nous le verrons par la suite lorsqu'on procédera à une analyse du bilan financier, qu'on peut calculer quelques ratios pour avoir encore mieux une idée plus précise. On ne le fera pas pour l'instant,
on le fera par la suite. On passe à notre bilan financier. Au niveau de notre bilan financier, on nous dit que, comme information complémentaire, l'écart de conversion actif qui figure au bilan pour un montant de 14 n'est pas couvert par une provision pour perte de change. Et d'autres informations, je vais vous demander encore une deuxième fois de mettre la vidéo en mode pause et de prendre votre stylo, un papier et de continuer votre analyse, et on se reverra ou vous comparez par la suite plutôt ce que vous proposez comme analyse par rapport à ce que je vais vous proposer comme analyse. Gardez à l'esprit que, comme je l'ai déjà auparavant dit, le taux d'IS est de 17,5%. Et gardez à l'esprit aussi que pour réaliser un bilan financier, comme on l'a dit au niveau de la présentation du cours auparavant, le point de départ, c'est le bilan comptable. On procède à une analyse de la liquidité et de la solvabilité. Comment? En retraitant certains postes ou en reclassant certains postes en fonction de leur degré de liquidité, d'exigibilité et en fonction de leur valeur réelle au moment où on est en train de procéder à l'analyse. Cela nous conduit à la présentation du bilan patrimonial. Première information qui nous est donnée, l'écart de conversion actif qui figure au bilan pour un montant de 14 n'est pas couvert par une provision pour perte de change. Vous vous rappelez bien qu'on l'a dit auparavant, l'écart de conversion actif correspond à une destruction de ressources potentielles qui n'est pas encore arrivée parce qu'on n'a pas reçu l'argent, par exemple, en relation avec une vente en devise, parce que l'échéance n'est pas encore arrivée, mais si on prend en considération le taux de change au 31-12, on est en présence d'une destruction de ressources potentielles. Par principe de prudence, alors, on élimine la valeur correspondante à cette destruction de valeur. Mais avant de traiter l'écart de conversion actif, comme vous le savez, il y a un élément au bilan qui correspond aux immobilisations en non-valeur. Les immobilisations en non-valeur sont des dépenses qui ont été engagées au moment de la création de l'entreprise ou par la suite et qui, au moment de la revente de l'entreprise, si on est dans une situation d'arrêt d'exploitation, de faillite, et on est en train de réaliser l'actif, à ce moment-là, ils n'auront aucune valeur vénale, aucune valeur pécuniaire. Il convient alors de les éliminer de l'actif immobilisé et pour
pour avoir une équivalence, de les éliminer aussi des financements permanents de l'entreprise. Pareil aussi pour l'écart de conversion actif, on l'élimine de l'actif immobilisé et on l'élimine des capitaux propres. Après, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que le compte client et compte rattaché comportent une créance irrécouvrable. On avait une créance sur l'un de nos clients et malheureusement, cette créance est devenue irrécouvrable. C'est une perte sèche et cette perte sèche doit être éliminée de l'actif circulant d'une part et éliminer aussi des capitaux propres. Après, on nous dit que les TVP de 15 000 dirhams sont négociables en bourse et sont de ce fait très liquides. On détient des actions, je peux prendre mon téléphone, passer ordre de vente maintenant. Demain matin, ils seront traités au niveau de ma banque et le J+1, je vais avoir de la liquidité au niveau de mon compte bancaire. C'est un élément, les TVP peuvent être assimilés à de la trésorerie parce qu'ils sont de ce fait très liquides. Alors on va les sortir de l'actif circulant et on va les rajouter au niveau de la trésorerie de l'actif. Par la suite, on nous dit que le résultat de 350 000 dirhams de l'exercice sera affecté de la manière suivante. 8% du capital social, ou l'équivalent de 8% du capital social, sera versé comme dividende et le solde, le reste, sera affecté aux réserves. On va calculer alors 8% que multiplient les capitaux propres, qui sont de 4 720 000 et 4 millions plutôt, et ça va nous donner, peut-être que j'ai fait là une erreur au niveau des calculs, je vais vous demander de vérifier, peut-être qu'il y aura un calcul, peut-être que moi, j'ai pris 4 720 000 et non pas les... Et non pas les 4 000... Les 4 000 avec les réserves déjà qu'on a au niveau de l'entreprise. Parce que le 350 fait partie de ces éléments. Alors, on va prendre les 350 000 que multiplie le capital social et ça va nous donner combien? Ça va nous donner, si je ne me trompe pas, 320 000. On retranche alors 320 000 des capitaux propres et les dividendes seront versés dans moins de 6 mois, dans moins d'un an. Ils doivent être versés au niveau du passif circulant, plus 320 000 côté passif circulant. Après, qu'est-ce qu'on a? L'entreprise a bénéficié au 1-1-N d'une subvention d'investissement de 150 000. On nous dit que l'entreprise a bénéficié d'une subvention d'investissement de 150 000. Quand l'État nous accorde une subvention, on paye l'impôt dessus. L'État, elle nous donne les 150 000, mais cette donation est une donation brute. Il faut éliminer la partie qui revient à l'État comme impôt. Alors, on va multiplier 150 000 par 17,5%, ce qui va nous donner moins 50 000 déjà. Je la sors du compte capitaux propres et assimilés. 26% correspondant à la TVA latente sera versé au niveau du passif circulant comme impôt à payer et le reste, le reliquat, sera versé ou sera considéré comme des capitaux propres nets d'impôt ou une subvention d'investissement net d'impôt et elle est égale à 123 000 dirhams. Après, par la suite, qu'est-ce qu'on a? On a un tableau qui présente la situation des dettes. Comme vous le savez, on a ici deux types de dettes, les emprunts obligataires et autres
dettes de financement et une partie de ces deux dettes arrive à échéance en moins d'un an. C'est des dettes de long terme normalement, mais une partie de ces dettes arrive à échéance en moins d'un an. Elle est équivalente à 290 000 pour le premier cas et elle est équivalente à 390 000 pour le deuxième cas. Il convient alors de les sortir des financements permanents parce qu'elles arrivent à échéance dans moins d'un an et de les placer au niveau du passif circulant. Par contre, on a une partie de la dette fournisseur qui a une échéance supérieure à l'année et elle est égale à 130 000. Ces 130 000, alors, il faut les sortir du passif circulant, des dettes circulantes, pour les amener vers les dettes de long terme. C'est ce qu'on va faire ici. On va sortir déjà dans un premier temps les 290 000 qui correspondent aux obligations et on les verse vers le passif circulant. De la même manière, on sort les 390 000 et on les verse côté passif circulant. Et on sort les 130 000 du passif circulant et on les verse cette fois vers les financements permanents. Après, qu'est-ce qu'il nous reste? Après, on nous dit que la provision pour risque de 16 n'est pas justifiée. On avait constaté une provision pour une valeur de 16 000 dirhams, mais cette provision n'est pas justifiée ou n'est plus justifiée. Il convient alors de la sortir comme provision. Il convient alors de la sortir comme provision. Moins 16 000 et une partie, parce que cette provision n'est plus justifiée, elle sera versée comme impôt. 16 que multiplie les 17,5%, 2,8, et le reste va remonter au niveau des capitaux propres de l'entreprise. C'est le net de cette provision, parce que c'était considéré comme une réserve occulte à laquelle on n'avait pas le droit. On n'avait pas le droit de constater 16 comme réserve. On a payé l'impôt et le reste reste pour l'entreprise. À la différence, d'un autre côté, on avait constaté une autre provision. Cette provision-là, c'est une provision pour une charge. On avait anticipé une charge correspondant à un impôt et cet impôt est non déductible et il est exigible en N plus 1, c'est-à-dire qu'on va payer cette somme de 60. Là, la totalité, on va sortir les 60 comme provision, on va les sortir du compte provision et la totalité de cette somme-là sera versée au niveau du passif circulant parce qu'on va la payer, la totalité des 60 comme impôt. Qu'est-ce qu'il reste par la suite? Le compte autre créancier, c'est un compte qu'on a au niveau du passif circulant avec un montant ou pour un montant de 45 000 dirhams. On nous dit que le compte autre créancier comporte un montant prescrit de 20. On a un montant prescrit de 20. On avait une dette envers l'un de nos fournisseurs pour une raison ou pour une autre. Cette somme ne sera jamais payée. C'est de l'argent qui va revenir à l'entreprise, mais avant qu'il ne revienne à l'entreprise, c'est-à-dire qu'on ne va pas garder les 20 000 dans leur globalité, mais seulement une partie qui est égale à 20 000 moins 17% qui restera comme 17% qui restera comme 17,5% qui restera comme impôt et le reste, c'est-à-dire 85%, c'est ça, 17,5%, 85% sera versé au niveau des capitaux propres. Non pas 16,5%, ça c'est la valeur, c'est 16 500 dirhams, l'équivalent de 85%.
Ça c'est bon, ça c'est bon. Là, vous avez le détail des calculs. Comme vous le savez, alors, le passage du bilan financier ou du bilan comptable au bilan financier, on a à notre disposition la totalité de nos retraitements. On va démarrer par l'actif immobilisé, 4 144 000, voilà, moins les immo en valeur, moins l'écart de conversion, ça nous donne 4 55 000. Les capitaux propres, de la même manière, moins 75 000 des immo en valeur, moins le 14 des écarts de conversion actifs, moins les 320 de dividendes, moins, ou plutôt plus, la provision pour risque net d'impôt, plus la subvention nette d'impôt, etc., etc. Vous avez le détail des calculs qu'on vient de voir pour vérification. Au niveau alors de cette entreprise-là, on peut compléter par l'analyse d'un premier ratio. Comme vous le savez, un des objectifs du calcul du bilan financier est le calcul de la liquidité générale. Lorsqu'on calcule le ratio de liquidité générale, on va estimer la capacité de l'entreprise à rembourser ses dettes à court terme en rapportant l'actif circulant, y compris la trésorerie dans un premier temps, parce qu'on est là en train d'étudier la liquidité générale, sur le passif circulant, y compris la trésorerie. Ce ratio doit être proche de 1. Si le ratio est inférieur à 1, cela veut dire que l'entreprise n'est pas en mesure de tenir ses engagements. C'est-à-dire qu'elle n'a pas la capacité de payer la totalité de ses dettes. Si ce ratio est plus élevé et supérieur à 1, peut-être que l'entreprise n'utilise pas efficacement ses actifs. On a l'actif immobilisé, l'actif circulant plutôt qui est de 3 300 000, plus la trésorerie de l'actif qui est de 115 000, on la divise par le passif et ça nous donne un ratio de 1,48. Que signifie le 1,48? Le 1,48 signifie tout simplement que l'entreprise, vu que ce ratio dépasse le 1, est en mesure de tenir ses engagements. L'entreprise est en mesure de tenir ses engagements. Elle a de quoi payer la totalité de ses dettes à court terme en recourant à des actifs de court terme. Si elle réalise ses actifs de court terme, elle peut payer la totalité de ses dettes de court terme. Ça, c'était le ratio de liquidité générale. On peut restreindre l'analyse et calculer un ratio de liquidité réduite. Si on calcule alors ce ratio de liquidité réduite, on va éliminer les stocks. Pourquoi les stocks? Parce que tout simplement les stocks, ce ne sont pas des éléments faciles à mobiliser. C'est un peu difficile de mobiliser les stocks. On élimine alors les stocks et ça va nous donner, on a trois types de stocks. Ici, on a les stocks de produits finis, d'encours et de marchandises. On élimine les stocks. Ça nous renvoie à 0,41 ou 0,41 dirhams. Cela veut dire que déjà la banque, à travers ce ratio, l'entreprise plutôt, à travers ce ratio, n'est pas en mesure d'honorer le
paiement de la totalité de ses dettes à court terme en faisant ou en réalisant ses actifs de court terme. Parce que pour chaque dirham que l'entreprise elle doit payer au fournisseur, elle ne possède ou elle n'est capable de mobiliser effectivement hors stock que 41 centimes. C'est une situation qui doit s'apprécier parce que, comme vous le savez, on n'est pas dans l'obligation de payer la totalité de nos dettes aujourd'hui. Parce que dans le cas normal, ça, on est dans l'hypothèse d'un arrêt d'exploitation, on n'est pas dans l'obligation de payer nos fournisseurs. Pour nos fournisseurs, on a une certaine durée avant de payer nos dettes. On peut, si on veut se faire une idée sur cette entreprise-là, parce qu'on a vu qu'elle a une trésorerie aussi nette négative, on peut se demander est-ce que ce niveau, chose qu'on n'avait pas fait auparavant, est-ce que ce niveau de trésorerie est élevé ou est-ce que ce niveau n'est pas élevé? On peut le faire à travers le calcul de deux ratios. La trésorerie nette par capitaux propres ou encore mieux, le niveau de trésorerie nette en le ramenant au jour ou en jour chiffre d'affaires. Et aussi, on peut étudier le niveau de l'endettement de l'entreprise pour se faire une idée est-ce que l'entreprise a ou peut avoir un risque au niveau de ses lignes de crédit, des facilités de crédit qu'elle peut avoir auprès de sa banque. On a donné auparavant le montant du chiffre d'affaires et on a les capitaux propres et on a le niveau de la trésorerie. Le premier ratio nous donne un niveau de la trésorerie correspond à 3,8% des capitaux propres. Est-ce élevé? Est-ce peu? Est-ce un niveau faible? On ne peut pas trancher sur ce cas-là parce qu'il faut se référer à la norme qui est la norme du secteur d'activité. Il faut toujours comparer un ratio ou une grandeur par rapport à la moyenne donnée au niveau du secteur d'activité. Mais l'autre indicateur peut nous être utile pour avoir une première idée. Quoique lui aussi, il faut qu'il s'apprécie en relation avec ce qui se fait au niveau du secteur. Mais là, en divisant le niveau de la trésorerie par le chiffre d'affaires hors taxe réalisé par l'entreprise, on s'aperçoit qu'il n'est égal qu'à un jour de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que ce qu'on a au niveau ou le manque de liquidité qu'on a est l'équivalent d'une seule journée. Ce n'est pas énorme pour une entreprise industrielle. On peut alors facilement trouver cette somme. Après, il faut analyser le montant aussi. Est-ce que c'est un montant conséquent pour le chiffre d'affaires que réalise l'entreprise par rapport à l'activité et ce n'est qu'à partir de ce benchmark qu'on peut trancher pour dire que la situation est une situation insupportable ou la situation n'est pas une situation insupportable. Comme on l'a dit auparavant, il faut voir est-ce que cette situation est chronique tout au long de l'année ou est-ce que c'est une situation qui se répète une ou quelques fois dans l'année. À ce moment-là, ça ne pose pas de problème. Lorsqu'on calcule aussi le niveau de l'endettement à long terme de l'entreprise, on trouve qu'on est autour de 20%. Et comme vous le savez, 20% de niveau d'endettement à long terme, c'est un niveau qui est correct. Parce que l'endettement à long terme peut aller jusqu'à 30 voire 40% pour beaucoup d'activités. Il n'y a pas de risque à avoir un endettement de 30%. L'entreprise n'est pas une entreprise qu'on peut qualifier de largement endettée. C'est une entreprise qui est endettée, mais dans les normes. On peut aussi encore aller plus loin et analyser le niveau d'escompte par rapport au chiffre d'affaires. Je ne l'ai pas fait, vous pouvez le faire pour voir tout simplement comment se compose cet endettement de très court terme. Quelle est la partie
qui est obtenu par des facilités des lignes de crédit et le reste qui est en relation avec l'escompte des faits que l'entreprise détient sur ses clients. Sur ce, je vous souhaite alors une très bonne journée ou une très bonne soirée si vous êtes en train de regarder la vidéo en soirée. Bon confinement et stay home, stay safe. Have a nice day. Ciao, ciao.